Saïd Ayeshi, bonjour. Salam. Le Maroc va de défaite en défaite malgré toutes ces manœuvres sournoises pour bloquer la MINURSO et le travail de l'envoyé spécial. Le dossier est relancé au niveau de l'ONU avec la désignation de Demistura comme envoyé spécial dans le dossier du Sahara occidental. C'est un désaveu pour le Maroc, un énième désaveu. Quel pourrait être aujourd'hui son apport, Monsieur Saïd Ayeshi, la relance de ce dossier? Bien entendu, c'est d'ailleurs pour cet objectif que M. Demistura vient d'être désigné avec l'accord des deux parties. Le Front Polisario a donné son accord déjà depuis quelques mois. Le Maroc a traîné les pieds parce que tout simplement cela l'arrange un peu. La situation de fait accomplie au Sahara occidental et en l'absence d'un envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, donc il n'y a pas de dynamique de négociation, ce qui arrange ses affaires. Mais on a vu quand même, et l'Algérie a été un des pays qui a le plus insisté pour la nomination de cet envoyé personnel de la part du secrétaire général des Nations Unies, avec l'Afrique du Sud, l'Union africaine, beaucoup de pays d'ailleurs par la suite, et tout dernièrement l'administration Biden, qui par ce fait d'ailleurs nous a démontré qu'elle a contourné le décret scélérat de Trump. Et Anthony Blinken, le secrétaire d'État, a beaucoup insisté auprès de M. Guterres pour que soit nommé l'envoyé personnel qui, comme vous le savez, a pour mission de dynamiser les négociations entre les deux belligérants. Le Maroc n'avait pas d'autre choix après qu'il eut manœuvré pour faire nommer des envoyés personnels marocophiles qui ont été bien sûr récusés par le Front Polisario. Et maintenant, donc, nous avons un diplomate chevronné, honnête, expérimenté, et nous espérons bien sûr qu'il puisse mener à bon port d'abord la relance des négociations et peut-être la recherche de la solution elle-même, sauf que là aussi, j'allais dire, il faut être vigilant parce que nous allons encore probablement assister à des manœuvres dilatoires de la part du Maroc pour placer des entraves, des embûches sur le chemin de l'envoyé personnel, comme il l'a fait déjà avec tous ses prédécesseurs. Mais justement pour la recherche de la solution, et en même temps, le russe Alexandre Ivanov est désigné par le secrétaire général de l'ONU comme nouveau patron de la MINURSO. Quelle retombée possible de cette nouvelle nomination? Une relance du recensement pour l'organisation du référendum d'autodétermination de la dernière colonie africaine? Alors là aussi, votre question est pertinente. Là aussi, c'est intéressant parce que nous allons probablement assister à une normalisation de la MINURSO. J'ai dit bien normalisation parce que avec son prédécesseur, M. Stewart, la MINURSO finalement a fini par être, comme l'ont qualifié les Sahraouis, de police de circulation, puisqu'elle a été démantelée, souvenez-vous, en 2014 par le Maroc, qui a renvoyé une partie de sa composante civile. Elle a été par la suite astreinte à certaines contraintes marocaines pour ce qui concerne les passeports, les plaques minéralogiques, etc. Et en fait, son bilan est très maigre puisqu'elle n'a quasiment servi à rien depuis très longtemps, sauf qu'à escorter les camions qui transportent les produits agricoles et la drogue vers l'Afrique de l'Ouest. Et donc maintenant, avec quand même ce nouvel envoyé spécial, M. Ivanov, qui est le patron de la MINURSO, malgré la reprise des hostilités, en espérant que les choses évoluent dans le bon sens, la MINURSO reviendra à sa fonction originelle. D'abord, voir comment assurer la sécurité dans la région, si tant est que la sécurité puisse revenir après les hostilités. Et surtout, lorsque le Conseil de sécurité aura tracé une feuille de route très claire pour la recherche de la solution juste et durable pour le conflit, voir comment la MINURSO mettra en œuvre cette feuille de route par l'organisation du référendum avec toutes les étapes techniques que cela suppose. Alors, le désaveu du Maroc aujourd'hui est perceptible, Monsieur Saïd Ayeshi, puisque malgré toutes ces manœuvres pour bloquer le dossier sahraoui au niveau des instances internationales, il y a un autre aussi désaveu, celui de la Cour européenne, qui a en grande partie désavoué par une décision de justice historique le 29 septembre 2001 le Maroc sur les richesses sahraouies. C'est important cet arrêt.
il est plus qu'important. Il est plus C'est un qu'important. véritable séisme C'est pour un le véritable Maroc. tremblement de terre dans le dossier sahraoui. Et il ne faut pas uniquement le voir uniquement sous l'angle juridique ou l'angle commercial de la chose. Effectivement, il concerne d'abord, et ce n'est pas, les résultats, les conséquences sont désastreuses pour le Maroc, mais c'était des désaveu pour l'Union européenne. Pourquoi? Parce que déjà en 2016, un flashback très rapide, en 2016, donc, ce tribunal européen a déjà demandé à l'Union européenne de conformer la teneur juridique des accords entre le Maroc et l'Union européenne au droit international. Et donc il a demandé entre autres que si le Maroc exploite les richesses du Sahara occidental, qui est distinct, il a bien précisé, du Maroc comme territoire, il doit avoir le consentement du peuple sahraoui. La France et l'Espagne, qui, elles, pilotent ces accords, ont voulu bricoler un peu donc ces accords dont on parle, et ont introduit des concepts juridiques tout à fait fallacieux, consultation des populations, extension, etc. Et donc, en 2018, le Front Polisario a fait recours contre ce bricolage par l'Union européenne. Le tribunal est revenu en disant il faut appliquer les accords, et l'Union européenne a fait encore une fois une autre mouture, et le Front Polisario a fait un dernier recours dont on vient d'avoir le truc. Permettez-moi de dire aussi rapidement ici pourquoi on dit que c'est un tremblement de terre, parce que, les juges se sont sentis vexés par le comportement de l'Union européenne. Je dis bien l'Union européenne. Ils ont demandé de façon expresse à l'Union européenne d'aller appliquer les accords tels qu'ils les ont demandés conformément au droit. 2, ils ont reconnu la personnalité juridique au Front Polisario. Cela veut dire que maintenant le Front Polisario peut aller ester devant n'importe quel tribunal européen, n'importe quel pays d'Europe, pour ce qu'il peut faire au Sahara occidental. 3, ça n'a pas manqué, encore une fois comme en 2016, qu'il y ait des référents politiques dans l'arrêt, à savoir le peuple sahraoui et le Sahara occidental, l'autodétermination et le distinguo clair et entier entre le territoire du Sahara occidental et le royaume du Maroc. Donc en clair, M. Saïd Ayyachi, c'est un retour à la légalité après avoir perverti l'arrêt de justice. Mais quel impact politique sur le dossier du Sahara occidental et sur aussi les aspects économiques rapidement? Alors, très rapidement, cela veut dire que maintenant, le Front Polisario est en droit, comme je viens de le dire, d'ester toute entreprise qui spolie les ressources naturelles du Sahara occidental. Il est en droit de demander une réparation pécuniaire, ce qui va être fait. Il est en droit d'ester en justice s'il pense que le peuple sahraoui n'a pas été dédommagé à sa juste valeur, de façon correcte. Et surtout, maintenant, il n'y a plus cette attractivité du Maroc par rapport à certains pays, puisqu'il n'a plus la latitude de pouvoir aller faire ce qu'il veut au Sahara occidental, parce qu'il va se trouver devant des juridictions européennes estées par le Front Polisario. Et donc là, il y a vraiment, ça c'est sur le côté donc, légal et juridique. Et ce qui est important, Madame Souila, c'est maintenant on va voir comment vont s'en sortir la France, principalement la France encore, et l'Espagne subsidiairement, pour voir comment ils vont appliquer, et les juges encore sont très vigilants là-dessus, et le Mouvement international de solidarité convoque une réunion des juristes internationaux le 27 octobre à Bruxelles pour voir comment cadrer l'application du rapport et ne pas laisser la France encore une fois manœuvrer. Comme vous voyez dans mes propos, vous voyez la France qui revient de façon récurrente dans cette affaire du dossier du Sahara occidental. Mais justement, il ne pouvait y avoir cette violation de cette légitimité internationale sans la complicité de certains États, et en premier la France qui soutient bec et ongle le Maroc. Tout à fait, tout à fait. D'abord, rappelons les faits. La France et le soutien du Maroc sur ce dossier en toute illégalité, c'est-à-dire contre le droit international au sein du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, chaque année, émet une résolution qui reconnaît
le droit au peuple sahraoui de bénéficier d'un référendum, et la France s'oppose à toute application, du moins manœuvre pour qu'il n'y ait pas d'application sur le terrain. La France s'oppose à protéger et à défendre les droits de l'homme au Sahara occidental, et nous assistons à une sauvagerie inouïe de l'administration marocaine d'occupation contre les Sahraouis dans les territoires occupés. La France soutient le Maroc dans ses manœuvres au sein de l'Union européenne, et donc nous retrouvons aujourd'hui la France partout, et on est en droit de chercher une explication qu'on ne trouve qu'avec uniquement le fait d'avoir l'esprit colonialiste et de soutenir le colonialisme, encore une fois, chose dont la France officielle, dont même l'intelligence française n'arrive pas à se départir. Il y a cette magnificence du colonialisme, et donc la France aujourd'hui se reconnaît dans l'entreprise marocaine de coloniser le Sahara occidental, et elle le soutient. Évidemment, il y a d'autres raisons géopolitiques, il y a d'autres raisons économiques, mais principalement d'abord, vous trouvez une classe politique française, vous trouvez la France officielle, dont ce soutien injuste et injustifié de la France au Maroc dans le conflit du Sahara occidental. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'elle endosse totalement la responsabilité dans le blocage du dossier du Sahara occidental au niveau des instances internationales pour maintenir la même base sur le continent et ses richesses? Aujourd'hui, avec Areva. Aujourd'hui, c'est patent que la France soutient, je viens de le dire, mais il y a beaucoup, j'allais dire, à se référer pour illustrer cela. La France, par l'intermédiaire du Maroc, donc, impose cette occupation marocaine au Sahara occidental. Pourquoi le Maroc? Parce que le Maroc est la tête de pont des intérêts français en Afrique, et principalement en Afrique de l'Ouest, et la France, bien sûr, encore une fois, non seulement avec cette carte marocaine qu'elle joue, mais également, on l'a vu, comment avec l'opération Serval d'abord, l'opération Barkhane par la suite, ces opérations militaires au Tchad, etc., comment la France d'ailleurs, elle qui prône la démocratie et les droits de l'homme, comment elle a assuré une succession tout à fait anticonstitutionnelle au Tchad, malgré, j'allais dire, les protestations de la classe politique tchadienne, et comment la France, donc, dans un schéma d'exploitation des pays africains, de son précaré africain, a entrepris toute cette configuration au Sahel et au Sahara occidental. Et la France, par la voix de son président, qui a porté en exercice, porté atteinte aussi à l'histoire de l'Algérie et ses constantes. Si la France aujourd'hui est clairement le frein à la solution du conflit du Sahara occidental, comment peut-on la faire céder? Est-ce qu'il y a moyen de le faire aujourd'hui? Alors, oui, laissez-moi vous dire par ricochet que le Maroc, comme vous l'avez constaté depuis juin, n'a essuyé que des défaites l'une après l'autre. Je crois qu'on en est à la 6e ou 7e avec l'arrêt de justice de l'Union européenne. Et chaque fois que le Maroc subit une défaite, c'est la France aussi qui encaisse. Nous l'avons vu avec la crise des migrants, nous l'avons, et le Parlement européen, donc la France n'a pas pu empêcher le Parlement européen d'émettre une motion contre les régimes marocains. Et aujourd'hui, la France ne peut pas gêner, j'allais dire, l'application stricto sensu de l'arrêt juridique de la Cour de justice de l'Union européenne, sauf à violer les propres lois de l'Europe et de ne pas respecter les tribunaux de l'Europe, ce qui peut être un grand défi auquel la France hésitera peut-être. Mais on a vu dans les propos du président Macron vis-à-vis de notre pays, c'est quelque chose de vraiment intolérable, c'est quelque chose d'injustifiable quand à ce niveau de responsabilité au niveau de la République française, le président puisse, j'allais dire, se lâcher à dire des inanités, des insanités, en niant à l'Algérie d'avoir été une nation avant l'occupation française, et en disant que la colonisation aurait apporté un bienfait à l'Algérie, et en s'immisçant dans les affaires intérieures de politique algérienne, tout ça évidemment pour des impératifs électoralistes très patents
à l'approche de la présidentielle française en 2022. Une glorification de la colonisation qui a fait près de 6 millions de martyrs. Alors, Monsieur Saïd Hayeshi, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs questions. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui on l'a dit, on l'a redit durant la première partie de l'invité de la rédaction, que le Maroc va de défaite en défaite depuis juin dernier? Est-ce que les attaques de la France, par la voix bien sûr de son président qui est en exercice, qui ont été vivement condamnées par l'Algérie, visent implicitement de venir en aide au Maroc, qui est en situation délicate sur le plan diplomatique? Alors, desserrer les taux contre le Maroc. C'est pas totalement peut-être pour le Maroc, mais c'est en grande partie, bien sûr, ceci explique cela, j'allais dire. Donc le jugement dont on parlait, les défaites récurrentes du Maroc surtout depuis juin, et puis maintenant la position de la France elle-même en tant que puissance. La France a été clairement ravalée au rang de puissance moyenne après l'affaire du sous-marin, après l'affaire de l'Afghanistan, après l'échec de Barkhane, après les réactions de la rue malienne, après, n'est-ce pas, la réaction vive et vigoureuse de l'Algérie après les propos inadmissibles du président Macron. Hein. Vraiment, il a été dans la démesure, il a été vraiment dans des choses inacceptables que l'Algérien lambda n'accepte pas, que les autorités n'ont pas accepté, d'où la réaction vigoureuse, la réaction déterminée, la réaction juste de l'Algérie vis-à-vis de ces déclarations, je pourrais dire, irresponsables en fait. Qu'on peut expliquer par peut-être le climat électoraliste actuellement qui sévit en France, où il y a un vent de panique semé par l'extrême droite et un trublion. Mais il n'est pas candidat, il est président en exercice. Mais non, et en plus il faut reconnaître qu'avec Macron, on a eu une autre démarche, j'allais dire, à la recherche d'une relation équilibrée entre la France et le Maroc. On a eu la condamnation lorsqu'il était candidat du colonialisme comme crime contre l'humanité, on a eu la restitution des crânes, la condamnation, la reconnaissance du crime contre Odin et Boumengel. Donc il y a eu quelques quand même gestes qui ont été appréciés et appréciables. Mais les propos qui ont été proférés par le président Macron il y a quelques jours ont tout détruit, ont tout effacé, et cela a provoqué cette réaction, j'allais dire, déterminée, vigoureuse des autorités algériennes, qui sont totalement justifiées par rapport à plus que ces écarts de langage. Ce sont des abus de langage, et inadmissibles. Et d'ailleurs, nous avons vu comment, plus que la rue, nos intellectuels ont réagi avec justesse et avec référence historique à l'appui pour démentir ces propos, qu'on ne sait pas d'où Macron est parti les tirer, parce qu'ils sont totalement faux et fallacieux. Et donc, en ce moment, la France donc s'aliène de façon j'allais dire ridicule, une amitié avec l'Algérie, une coopération en tout cas mutuellement bénéfique avec l'Algérie, et continue de soutenir le Maroc dans cette position du Sahara occidental, alors que, j'allais dire, la communauté internationale dans son ensemble, il y a l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves, appellent à l'autodétermination. Les pays africains, bien entendu, dans leur immense majorité. L'administration Biden, vous savez que c'est le secrétaire d'État qui a pressé fortement, après l'Algérie, l'Afrique du Sud et d'autres pays, mais Anthony Blinken a joué un rôle, il a pressé Guterres à nommer un envoyé personnel, parce que c'est la seule façon pour l'administration Biden de contourner le décret de Trump et de redonner sa chance à l'ONU pour, j'allais dire, chercher la solution idoine au conflit du Sahara occidental, conformément au droit international, c'est-à-dire en appliquant les résolutions du Conseil de sécurité, d'où la nomination des Mistura qui doit maintenant dynamiser les négociations entre les deux belligérants. Mais la France n'est plus actuellement le seul allié du Maroc, il y a aussi l'entité sioniste. Quel pourrait être aussi son apport dans le traitement de ce dossier, puisque nous savons qu'il y a une réunion du Conseil de sécurité fin octobre pour examiner le dossier du Sahara occidental, M. Saïd Hayeshi?
À mon sens, d'abord, premièrement, Antitétionnistes qui violent tous les droits. à mon sens, oui, vous avez raison de le dire, parce qu'en fait, le maître en la matière de l'occupation et le truc, c'est Israël. Et le Maroc prend exemple sur ce que fait Israël en Cisjordanie pour le faire au Sahara occidental. Ça, on l'a constaté depuis déjà bien longtemps. Mais à mon sens, dans l'affaire de la normalisation entre Israël et le Maroc, le dindon de la farce a été le Maroc. Parce que finalement, le décret de Trump n'a pas marché, ne marchera pas. Et seul Israël a bénéficié donc de la partie contractante dans cet accord, c'est-à-dire la reconnaissance par le Maroc de l'entité sioniste. Mais ce qui est important, c'est que le Maroc nous a installé donc se croisant à nos frontières et croit nous intimider avec Israël, d'où d'ailleurs ces ingérences qu'il a faites en été avec Rachid, le MAC en soutenant de façon officielle ces organisations terroristes et en menaçant par l'intermédiaire de ces mêmes associations terroristes l'unité du peuple algérien. Et donc Israël maintenant est partie prenante, non comme conseiller dans l'occupation du Sahara occidental, puisqu'ils ont l'expertise criminelle de ce qu'ils font en Cisjordanie, mais aussi pour embêter, excusez-moi du terme, l'Algérie, parce que c'est le seul État arabe en ce moment qui ne se plie pas aux desiderata de l'entité sioniste. Et donc, j'allais dire, le décor est planté et le Maroc, maintenant, avec l'appui d'Israël, va certainement entreprendre des actions malveillantes de déstabilisation dans la région. Mais cette réunion d'octobre, au niveau du Conseil de sécurité, elle est éminemment importante pour le traitement de ce dossier du Sahara occidental. Rappelez-vous, c'est après la reprise des hostilités, c'est quand même la réunion qui va... Guterres, le secrétaire général de l'ONU, vient de dire dans son rapport que la situation au Sahara occidental s'est fortement dégradée. Comme s'il venait de le découvrir, mais enfin, bon, mieux vaut tard que jamais. Et donc nous allons attendre le rapport du secrétaire général pour voir comment les membres du Conseil de sécurité vont apprécier la situation et surtout quelles directives ils vont donner à de Mistura pour relancer le processus de négociation entre les deux belligérants. Et il faut dire que la reprise des hostilités maintenant au Sahara occidental, auxquelles ont été forcés les Sahraouis, et maintenant avec l'intrusion d'Israël dans la région, introduit un facteur évident, un facteur important qui menace la paix, la sécurité, la stabilité dans la région. Alors l'Union africaine, où en est-on aujourd'hui? On est toujours dans l'attente ou en attente d'application des décisions du Conseil de paix et de sécurité. Il faut les appliquer, il faut les mettre en œuvre rapidement, monsieur Saïd, pour que l'Union africaine ait un véritable rôle au niveau de la région, au niveau du continent. Rappelez-vous plus être sous la tutelle d'autres instances. Rappelez-vous que c'est à l'initiative de l'Algérie principalement, et l'Afrique du Sud aussi, mais surtout de l'Algérie, que le Conseil de paix et sécurité s'est réuni fin février, début mars 2021. Et rappelez-vous aussi donc ce discours du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a demandé à ses pairs africains, aux dirigeants africains, de prendre les responsabilités dans le dossier et de ne plus maintenant tergiverser avec ce que recommande l'acte constitutif de l'Union africaine. Et c'est donc à ce qu'ont été prises des décisions très importantes par le Conseil de paix et sécurité qui vont dans le droit fil de satisfaire les revendications légitimes des Sahraouis, mais qui pour le moment attendent quand même leur concrétisation sur le terrain. Évidemment, l'Union africaine reste un allié de poids, un soutien de poids aux Sahraouis, dans la mesure où la race des membres de l'Union africaine, et il faut absolument que l'Union africaine maintenant bouge, surtout que de Mistura d'un côté au niveau de l'ONU et l'Union africaine de son côté avec le Conseil de paix et sécurité et ses décisions. Il faut que la dynamique de la négociation soit relancée de façon sérieuse pour qu'on puisse arriver à résoudre le conflit du Sahara occidental dans le cadre du droit international. Mais est-ce que aussi, quand on parle de l'Union africaine et des États africains, est-ce qu'ils devraient aussi sortir un peu de la mise sous tutorat des anciennes colonies
les anciennes colonies, comme par exemple la France, au niveau du continent africain, pour s'approprier leurs propres richesses, puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, le colonialisme aujourd'hui revient sous d'autres facettes par la spoliation et le détournement des richesses des États. Ben, c'est le propre du colonialisme, c'est de revenir piller les richesses. Areva, ce qu'elle est en train de bien faire sûr, bien entendu, par au exemple. niveau du Vous continent savez, africain. Les richesses ne profitent pas aux Africains, mais c'est aux les pays. Français ne sont pas pour les beaux yeux des Maliens au Mali. Hein. Les Français, c'est là-bas parce qu'il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a des terres rares. Les Français, vous venez Les de le terres rappeler rares avec aussi. Areva. L'Algérie aussi, ils vont disposer. Vous venez de rappeler Areva pour l'uranium au Niger, etc. Alors que, regardez ce paradoxe qui est criant. Le Niger qui a les plus grandes réserves d'uranium du monde et qui est un des pays les plus pauvres du monde. Donc on comprend très bien où vont les richesses, elles sont fortement spoliées. L'affaire du franc CFA, bien entendu, qui jusqu'à maintenant, j'allais dire, ne fait qu'alimenter le trésor français. Et j'allais dire quand même les consciences se réveillent, on entend Une des causes de la mort de Kadhafi, c'est qu'il voulait un peu que les Africains abandonnent le franc CFA. Mais bien entendu, c'est connu. Mais maintenant, il y a aussi cette dynamique au niveau des pays africains avec la mise en cause du franc CFA. Nous allons assister, il y a aussi l'échec de l'opération Barkhane, hein, parce que qui commence à coûter en vie humaine beaucoup à la France et les autorités françaises ont peur de la réaction de l'opinion publique française devant toutes ces morts. Mais ça va coûter aussi sur le plan financier, et ça a coûté sur le plan financier. L'interdiction du survol de l'espace aérien algérien. Ça n'a donné. Je voudrais rappeler ici, Madame Sourida, que l'Algérie en 2015, avec les accords de paix d'Alger, avait une solution à portée de la main. C'est la France qui l'a saboté avec l'opération Serval. Nous avons tout préparé, le dialogue, la stabilité du Nord-Mali, les discussions entre frères maliens, entre toutes les parties maliennes. La Libye. Et la France est venue avec l'opération Serval, elle a tout foutu à l'heure. Nous avons installé le CEMOC, nous allons installer l'UFL, donc l'échange des renseignements entre les parties concernées. La France est venue. Elle a tout détruit, ou du moins elle a tout mis de côté pour inventer la même chose. Le G5 Sahel, le comité des chefs d'état-major, etc., etc. Bref, la France a voulu court-circuiter l'Algérie sur ce dossier au Mali, et aujourd'hui le résultat est là. La France a échoué dans sa mission au Mali, et bien sûr ça rapetit la France, et nous avons assisté maintenant à la remise en cause de la présence française dans beaucoup d'anciennes colonies. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe en catimini au Tchad, ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a une certaine remise en cause de la présence française maintenant dans le précaré français. Et donc la France est en train de perdre la partie en Afrique, oui. Ça c'est clair. Alors aujourd'hui, vous avez autre interrogation qui se pose sur le plan géopolitique, avec ce déchaînement de haine contre l'Algérie, avec les différents candidats français à la prochaine présidentielle, avec des propos racistes et xénophobes, à l'égard bien sûr de l'Algérie, des Algériens et également de nos ressortissants installés en France, bien sûr avec Éric Zemmour, avec Marine Le Pen, qui veut aujourd'hui interdire le rapatriement des devises des Algériens résidant là-bas vers leurs compatriotes. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie et la société civile sont en droit aujourd'hui de saisir les instances judiciaires internationales par rapport à ces propos racistes et xénophobes? La société civile devrait se mobiliser. Ça peut être le fait d'initiatives d'ONG, pas des autorités. Société civile? Oui. Pourquoi? Mais ce qu'il faut constater dans tout ce que vous avez dit, c'est la médiocrité de la classe politique française. Au lieu de dire comment la France peut, j'allais dire, gravir les échelons dans la société internationale pour redevenir une puissance qui compte dans l'échiquier. Vous avez vu comment la France a été giflée dans l'affaire du sous-marin? C'est-à-dire, elle n'a même pas été prise en compte. Ce qui risque de lui arriver en Europe maintenant. Donc la France est en train de perdre, j'allais dire, sa place de puissance de membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire une puissance qui compte, pour devenir une simple puissance moyenne. Pourquoi? Parce que sa classe politique s'occupe de choses. Ils veulent faire une campagne électorale, présidentielle, sur le dos de l'Algérie, de l'immigration et du racisme et de l'islamophobie. Mais c'est tout à fait, ça devrait être laissé pour des partis extrémistes,
pas pour des partis de pouvoir. Et quand le président lui-même s'adonne à un discours de cette facture, où on parle de l'Algérie, on parle évidemment avec beaucoup de nostalgie, avec beaucoup de ressentiment, avec le déni du colonialisme, avec tout cela ne fait qu'abaisser le niveau de la France. Bien sûr, avec cette montée du racisme et de cette xénophobie, la France officielle est en train de bafouer ses principes, égalité, justice et fraternité, une politique de 2 poids 2 mesures. Alors notre pays est aujourd'hui et son action diplomatique en faveur bien sûr des règlements des conflits à l'international. Nous sommes à la veille de la journée internationale, de la nationale de la diplomatie, c'est important aujourd'hui ce qui se déroule, puisque nous avons vu que depuis quelque temps, M. Lamamra va d'État en État, de pays en pays. La vision de l'Algérie en train de prendre... Oui, laissez-moi rappeler que depuis toujours, notre diplomatie, qui est flamboyante, j'allais dire ces derniers temps en tout cas, et qui l'a toujours été par le passé reconnue comme telle. Durant les années 70 également. Absolument, non. A une démarche bâtie sur le droit international et sur la promotion du dialogue entre toutes les parties. Évidemment, on déplore de façon vigoureuse tout ce qui peut amener le désordre, l'instabilité, l'insécurité. Et donc notre ministre des Affaires étrangères, on l'a vu avec toutes ces activités qu'il a menées, non seulement au niveau de l'ONU, mais au niveau de plusieurs continents, notamment le continent africain, comment l'Algérie veut asseoir sa place qu'elle n'aurait jamais dû d'ailleurs quitter, celle d'une puissance qui est capable de rassembler, d'instaurer la sécurité, de promouvoir la paix, de travailler pour la stabilité, n'est-ce pas? Et donc de ce côté-là, je crois que nous avons en tout cas à être satisfaits du travail de notre diplomatie et de lui rendre hommage comme l'ont fait beaucoup de pays à travers le monde. Alors une puissance régionale, comme l'a indiqué dernièrement, bien sûr, la revue El Djesh. Alors la question de l'auditeur, comment peut-on aujourd'hui avoir des droits à l'autodétermination devant des institutions onusiennes, diplomatiques et des États qui font des profits sur les richesses des nations, comme les pays africains aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui avait dit il y a quelques jours, et j'ai beaucoup apprécié cette phrase, leur force c'est dans nos faiblesses. Oui, bon, c'est une formule effectivement qui est juste, mais laissez-moi dire que l'autodétermination c'est d'abord un droit. Et si le droit, il existe ou il n'existe pas. Or c'est un droit qui existe et que personne ne peut, j'allais dire, défaire. Donc ce que demandent les Sahraouis, c'est ce que nous avons appliqué pour le conflit algérien, rappelez-vous, après 7 ans et demi de lutte, nous avons fait un référendum de détermination. C'est ce que prend le droit international et ce que demandent les Sahraouis, ce que demande l'Algérie et toute la communauté internationale, c'est l'application du droit. Donc il faudra que... C'est le Maroc qui refuse l'application du droit. Le Maroc veut appliquer son propre droit, c'est celui d'accorder une autonomie aux Sahraouis. Ce n'est pas du droit d'accorder une autonomie aux Sahraouis. Le droit, c'est l'autodétermination. Et dans l'autodétermination, il peut y avoir une option pour l'autonomie. Et donc, ce qu'il faut maintenant, ce que demandent les Sahraouis, ce qu'il faut faire pour les accompagner, pour réaliser cet objectif, c'est l'application du droit international qui recommande l'organisation des référendums de détermination pour les Sahraouis. Alors au niveau géopolitique, est-ce qu'on pourrait s'attendre à plus d'attaques de la part du Maroc, le pays voisin? C'est une éventualité, Je crois que dans les discours qu'a fait le président de la République dernièrement et les chefs d'état-major, c'était une mise en garde pour dire que l'Algérie est prête à parer à toute éventualité. Bien sûr, la présence d'Israël dans nos frontières et le Maroc acculé dans ces derniers retranchements, à Dieu ne plaise, peuvent amener à une situation réellement conflictuelle. Sauf que, alhamdoulilah, c'est un scénario qui n'est pas écarté par nos dirigeants. Personne ne le souhaite, en tout cas chez nous. J'espère qu'on ne le souhaite pas ailleurs. Mais si cela devait se faire, notre pays se prépare à ce scénario du pire. Il faut demeurer vigilant, extrêmement vigilant. Extrêmement vigilant. Sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. Sur tous les plans, il faut que maintenant les gens sachent, et je crois que ça a été traduit dans les faits, nous rendrons coup pour coup.
au Maroc d'abord, parce que le Maroc, j'allais dire, en a ménagé pendant des décennies, on n'a pas voulu répondre à ces attaques, etc. Maintenant, nous allons rendre coup pour coup, médiatiquement et autrement. Et nous allons rendre coup pour coup à tous les pays qui nous intéressent. C'est pour ça que notre ambassadeur en France a été rappelé pour dire aux Français que vous ne pouvez plus vous permettre maintenant de dire n'importe quoi. Et cette position, cette nouvelle position de l'Algérie, empreinte de fermeté et de vigueur, doit rappeler que l'Algérie est forte, que l'Algérie est stable, l'Algérie est construite. Et c'est là que je reviens, pour vous emprunter le mot que vous avez utilisé, il nous faut beaucoup de vigilance. Il nous faut cette notion du front intérieur n'est pas une lubie, ce n'est pas un discours. Il faut le construire, il faut le construire, il faut le renforcer, le raffermir et en faire un bouclier pour défendre notre pays. Et on a vu les Algériens solidaires avec, bien sûr, l'État en cas de difficulté et en cas d'attaque. Monsieur Saïd Ayeshi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Moi qui vous bon week-end aussi. À vous et aussi. bien sûr, pour votre santé et votre sécurité, portez vos masques. Merci, au revoir.